première du cours de dynamique du solide. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition des éléments cinétiques d'un solide en mouvement. C'est-à-dire que nous allons définir une série de quantités qui vont nous permettre de décrire le mouvement de notre solide. Pour commencer, nous allons nous intéresser au centre de masse ou au centre d'inertie, G, d'un solide. Alors avant de partir sur un solide, tout de suite, on va commencer simple avec un système de deux points matériels. Je vais donc considérer un système constitué de deux points matériels, M1, M2, dont les masses sont également M1 et M2, et je vais définir le centre d'inertie ou le centre de masse comme le barycentre de ces deux points affectés de leur masse. C'est-à-dire que je vais prendre la définition du barycentre d'un système de deux points et les coefficients vont être ici les masses M1 et M2. On a donc OG égale M1 ou M1 plus M2 ou M2 sur la masse totale, où O est un point arbitraire qui va nous servir à repérer le point G, le point M1 et le point M2. Alors on peut réécrire cette relation, ça ne nous servira pas dans la suite, mais ça va juste nous permettre de discuter tout de suite. Et si je prends pour le point O qui est arbitraire, le point G, ici j'obtiens GG, donc le vecteur nul, et la relation qui est ici devient M1, M1G plus M2, M2G égale vecteur nul. Et donc si j'utilise la relation de Schall sur le vecteur M2G, en écrivant que c'est M2, M1 plus M1, MG, j'obtiens cette relation-là. Alors cette relation, elle me permet de situer un petit peu plus simplement la position du centre d'inertie par rapport aux deux points M1 et M2. On voit tout de suite que le point G va être sur le segment M1, M2, et va être plus proche du point le plus massif. Donc par exemple, sur cet exemple qui est ici, vous avez le point M1 qui est plus massif que le point M2, et donc le point G est un peu plus près de M1. Alors une petite remarque, si on a un des deux points qui est très massif devant l'autre, donc par exemple si M2 est très grand devant M1, eh bien vous pouvez voir qu'ici, le dénominateur se résume à peu près M2, et donc on obtient M2, M2 qui se simplifie. On a alors M1G égale M1, M2. Ça veut dire que le centre de masse va être confondu avec le point M2. Ça, c'est une situation qu'on a rencontrée dans le chapitre sur les forces centrales, quand on étudiait le mouvement d'une planète autour d'une étoile. Je vous en ai pas parlé à l'époque, mais quand on a une planète qui tourne autour d'une étoile, la masse de l'étoile est très grande devant la masse de la planète, et donc le centre de masse de l'ensemble des deux est quasiment confondu avec le centre de l'étoile. C'est pour ça qu'on considérait que les astres attracteurs dans ce chapitre étaient immobiles. Si maintenant je prends un système constitué de plus de deux points, grand N points, eh bien je vais généraliser la définition précédente en utilisant un symbole de somme discrète. Ici, j'avais la masse totale fois OG égale à M1 OM1 plus M2 OM2. Si j'ai plus de deux points, j'aurai la masse totale fois OG égale à la somme des MI OMI. Bon. Par exemple, pour 3 points, si je prends des masses identiques, je vais obtenir quelque chose comme ça. Alors c'est une configuration un peu particulière, mais ça permet de se faire une idée de la position du centre d'inertie. Alors pour un solide maintenant. Un solide, c'est un peu plus compliqué parce que la distribution de masse, la répartition de masse dans l'espace n'est pas discrète, mais elle est continue. Donc on va devoir remplacer le symbole de somme discrète de l'exemple précédent par un symbole de somme continue, c'est-à-dire une intégrale. Alors, ici vous avez la définition du centre de masse qu'on a vu tout à l'heure pour deux points matériels. Je vais adapter cette relation dans le cas d'un solide. Ce solide, je vais considérer qu'il est constitué d'une infinité, quasiment, de petits points matériels dont la position, je vais noter P. Si je prends un petit volume centré sur un point P, alors la masse de ce petit volume, ce sera mu, la masse volumique, fois dV, le volume autour de P. Donc mu dV, c'est le M1 ici ou le M2. OP, c'est la position du point P que je suis en train de considérer, c'est-à-dire OM1 ou OM2.
avec le symbole intégral ici, je vais faire la somme des MOM pour les points P qui se baladent partout dans le volume du solide. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 symboles intégrales? Parce que ici on intègre sur un volume, et un volume c'est le produit de 3 longueurs. On intègre donc sur 3 directions de l'espace, on met donc 3 symboles intégrales. On termine la définition avec le 1 sur M total ici, qui vient remplacer le 1 sur M1 plus M2. Alors vous inquiétez pas, cette définition vous n'avez pas à la connaître. Je vous explique juste comment est construite la position du centre d'inertie pour un solide. Alors ce qui va nous intéresser, c'est où est le centre d'inertie pour des solides assez communs. Alors si les solides sont homogènes, ce qui sera quasiment toujours notre cas, c'est-à-dire que la masse volumique est constante en tout point du solide, alors le centre d'inertie, il est grosso modo au centre du solide, si cette notion a un sens. Donc pour un cube, on est au centre du cube, pour un cylindre, on est au centre du cylindre. Passons à la quantité de mouvement. Alors, de la même manière, on va construire la quantité de mouvement d'un système de 2 points matériels, puis la quantité de mouvement d'un solide tout entier. La quantité de mouvement, elle a une propriété, c'est une quantité qu'on dit extensive. Extensive, ça veut dire la même chose que additive. En physique, on dit extensif. Ça veut dire que pour un système de 2 points matériels, la quantité de mouvement de l'ensemble des 2 points, c'est la somme des quantités de mouvement de chacun des points. Donc pour 2 points matériels, c'est simple. P, c'est P1 plus P2. P1, c'est M1V1, P2, M2V2. Aucun problème. Pour un solide, c'est plus compliqué. De la même manière, on va calculer la quantité de mouvement en faisant une somme continue sur tout le solide. Donc on va de nouveau découper notre solide en petits volumes élémentaires. Chaque volume élémentaire a une masse qui va s'écrire mu dv. Donc la quantité de mouvement d'un petit volume élémentaire, ce sera mu dv fois la vitesse de ce petit volume. Donc le mu vecteur v dv correspond au mv qui est ici. Pour avoir la quantité de mouvement totale, je somme cette quantité sur tout le solide. Alors cette expression, elle n'est pas très pratique à utiliser, donc on va calculer un petit peu pour la transformer. Déjà, la vitesse d'un point P du solide, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur position de ce point P. Je vous demande de me croire sur parole, mais dans cette relation, on peut inverser le symbole de dérivée et le symbole d'intégration ici, ce qui me permet de réécrire cette relation sous cette forme-là. Et si vous regardez le transparent précédent, vous vous apercevrez que l'intégrale triple de mu OP dv, c'est rien d'autre que la masse du solide fois le vecteur OG. La dérivée de MOG, si la masse est constante, c'est la masse totale fois la vitesse du centre de masse. Et donc pour un solide, on a une relation qui en fait est très simple. La quantité de mouvement, c'est le produit de la masse totale du solide par la vitesse de son centre de masse. Donc tout se passe comme si l'intégralité de la masse du solide était concentrée au centre de masse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé sans s'en rendre compte. Lorsqu'on utilisait le modèle du point matériel et qu'on écrivait P égale MV, en fait, le point matériel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le centre de masse du solide. Alors, il nous reste maintenant à définir le moment cinétique d'un solide en rotation. Alors, on va se passer dans un cas un petit peu plus simple que le cas général. On va considérer qu'on a un solide en rotation autour d'un axe fixe delta, comme on a pu le voir dans le chapitre précédent. Ça va permettre de simplifier les calculs qui vont déjà être, vous allez voir, un petit peu moches. Donc j'ai représenté un solide, ici, donc un cube, en rotation autour d'un axe delta, que j'ai choisi ici passant au centre du cube. Ce solide, il tourne avec une vitesse angulaire θ point, et je vous ai représenté sur la figure la trajectoire d'un point P du solide. Donc il a une trajectoire, on a vu, circulaire, dont le centre est la projection du point P sur l'axe de rotation. Ce que je vais calculer,
c'est le moment cinétique du solide projeté sur l'axe de rotation delta. Je vais le noter L indice delta, donc l'indice fait référence à l'axe de rotation, et sa définition, comme c'est une projection, c'est le produit scalaire du moment cinétique calculé en un point de l'axe, ici j'ai pris un point O quelconque, scalaire, le vecteur U delta qui est un vecteur unitaire, collinéaire à l'axe delta, orienté dans le sens de l'axe. Je vous rappelle que pour un point matériel, le moment cinétique calculé en un point O, c'est MOM vectoriel V. Eh bien, comme on a fait pour la quantité de mouvement, on va faire la même chose pour le moment cinétique, c'est-à-dire que le moment cinétique de notre solide, ça va être la somme des moments cinétiques de tous les petits volumes élémentaires qui le constituent. La masse M d'un petit volume élémentaire, c'est le produit mu dV. Le vecteur position, c'est le vecteur OP. Et le vecteur vitesse, c'est VP. Comme je calcule la projection du moment cinétique sur l'axe delta, j'ai rajouté ce scalaire U delta. Puis je fais la somme sur tous les points P qui appartiennent au solide. Alors, on va faire un petit peu de calcul. Le vecteur OP, on peut l'écrire OH plus HP. Rappelez-vous, H, c'est le projeté de P sur l'axe de rotation. OH est collinéaire à l'axe de rotation, donc quand vous allez faire le produit OH vectoriel VP scalaire U delta, ça va faire 0. On aura deux vecteurs orthogonaux l'un à l'autre. Donc il va me rester HP vectoriel VP dans la parenthèse. Si je fais le produit vectoriel, vous allez trouver un résultat sur U delta, et donc on obtient cette équation-là. Mu, HP vient de OP, VP, et le dV est ici. La vitesse VP, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est le produit de la distance du point P à l'axe de rotation, donc ici HP fois θ point. Donc si je remplace VP, j'obtiens HP carré, θ point que j'ai sorti de l'intégrale, car tous les points P du solide ont la même vitesse angulaire de rotation θ point. Et donc je peux le sortir, il ne participera pas à l'intégration. Cette quantité, on ne va pas la calculer, on va lui donner un nom, et on va l'appeler J delta. J delta, ce sera quoi? Ce sera le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Et donc, le moment cinétique d'un solide en rotation par rapport à un axe delta, c'est simplement le produit de J delta par θ point. Alors regardez bien cette relation, elle est construite exactement de la même manière que la quantité de mouvement. On a le produit d'une quantité qui dépend de la masse du solide. Pour la quantité de mouvement, c'est M. Pour le moment cinétique, c'est J delta. Et on a une quantité qui caractérise le mouvement du solide. Pour la quantité de mouvement, c'est la vitesse V. Pour le moment cinétique, c'est la vitesse angulaire θ point. La masse d'un solide est la capacité du solide à résister à un mouvement de translation qu'on cherche à lui imposer. Eh bien, le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe, c'est la capacité du solide à résister à un mouvement de rotation qu'on cherche à lui imposer autour de cet axe. Du point de vue numérique, je vous ai écrit ici que J delta, c'était de l'ordre de la masse du solide multiplié par L perpendiculaire au carré. Où L perpendiculaire, c'est grosso modo la taille latérale du solide dans une direction perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors d'où vient cette expression? Elle vient de cette intégrale ici. Cette intégrale, vous n'avez pas à la connaître, vous n'avez pas à la calculer. Mais si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on voit qu'on a mu dV, qui est grosso modo la masse, et le HP carré va donner naissance à ce terme L perpendiculaire au carré. Par exemple, si je prends un cylindre comme ça, et que je regarde le moment d'inertie de ce cylindre par rapport à un axe, eh bien déjà, on peut s'apercevoir que le résultat va dépendre de l'axe que je choisis. Vous comprendrez, je l'espère, que si j'essaye de faire tourner ce cylindre autour de l'axe bleu, ici, je vais avoir une résistance au mouvement qui va être relativement faible.
Au contraire, si j'essaye de faire tourner le cylindre autour de l'axe rouge, la résistance au mouvement va être beaucoup plus importante. Si je cherche à faire tourner le solide autour de l'axe Z, la longueur L perpendiculaire que j'ai introduite tout à l'heure, ce sera grosso modo le rayon de ce cylindre. Je m'attends à obtenir donc un moment d'inertie à peu près égal à mr carré. Si vous regardez l'expression qui est ici, on voit qu'on y est presque, en ordre de grandeur en tout cas c'est bon, mr carré sur 2. Si maintenant je cherche à faire tourner le solide autour de l'axe X, comme la répartition de masse est beaucoup plus étalée dans la direction perpendiculaire à X, le solide va beaucoup plus résister à un mouvement de rotation que je cherche à lui imposer. Au niveau du moment d'inertie, je m'attends à trouver quelque chose qui va être de l'ordre de la masse fois cette longueur qui est L sur 2 au carré. Si je regarde l'expression exacte, on voit que le terme en ml carré est bien présent et il se trouve qu'il y a également ce terme en mr carré que je ne pouvais pas prévoir.